Donc, la séance, c'est pour vous donner des informations, évidemment, sur le 5e appel à projet que nous avons lancé la semaine dernière. En fait, le 25 janvier. Et donc, sur les paramètres de l'appel à projet, mais aussi en vous donnant des exemples de projets qui pourraient vous inspirer si vous voulez déposer des propositions. Donc, je vais juste vous présenter. J'ai avec moi Danielle Maltais, qui est co-directrice du risque et responsable de la section Société Culture. Et Paul Lewis, qui est le président du comité scientifique. Et il y a évidemment, je vois Philippe Gachon, qui est notre directeur du réseau. Donc, comme je vous le disais, on va présenter l'appel à projet comme tel. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en même temps, il n'y a pas de problème, ou attendre après la première partie. Et en deuxième section, on aura des exemples d'initiatives de transfert et de mobilisation des connaissances et peut-être quelques conseils pour la rédaction de propositions. Donc, après la réunion, comme je vous dis, on va partager la présentation à tous les participants et on va la mettre sur notre site web. Pour l'instant, vos coordonnées sont dans la présentation. Si vous désirez qu'on retire vos coordonnées, vous avez juste à m'écrire, je le ferai. En fait, l'objectif, c'est que vous puissiez vous contacter un et l'autre peut-être pour développer des partenariats. Donc, l'appel a été lancé, comme je le disais, le 23 janvier. Aujourd'hui, séance d'information. La date limite pour le dépôt des dossiers est le 3 avril. Donc, ça vous laisse quand même 2 mois pour préparer vos projets. L'annonce des résultats devrait se faire en juin et le démarrage des projets au mois de septembre. Alors, vous avez toute l'information et le guide de l'appel à projet sur notre site web à l'adresse qui est indiquée sur la diapositive. Donc, pour cet appel, on a une enveloppe de 225 000 Notre objectif, c'est de financer des projets, en fait, d'abord d'un maximum de 50 000. Donc, ça peut être des projets à 10 000, à 20 000, à 50 000. Mais on aimerait aussi en financer un qui pourrait atteindre 75 000 Donc, si vous avez un plus gros projet, à ce moment-là, il est possible aussi de le soumettre. Mais on devrait en financer un seul qui dépasse les 50 000 Ce sont des projets de 18 mois qui doivent se terminer pour le 31 mars 2025. Donc, un peu le contexte de cet appel à projet-là, donc c'est pour permettre de soutenir le transfert et la mobilisation des connaissances scientifiques pour pouvoir rejoindre, informer, outiller les différentes parties prenantes à la prévention, la gestion des inondations et à leurs conséquences au Québec. D'abord, il y a un prérequis à cet appel-là. Vous devez avoir un projet de recherche sur les inondations, évidemment, qui est terminé ou en voie de l'être. Donc, vous avez réalisé une étude, vous avez un rapport qui dort sur une tablette, tablette physique ou tablette virtuelle. Vous avez fait votre mémoire, vous avez un étudiant qui a fait une thèse qui est parti, puis il y a des résultats intéressants dans ça. La même chose pour un stage. Donc, c'est le temps d'aller chercher ces connaissances-là et de les mobiliser. Donc, si vous avez ça, vous pouvez proposer, dans le cadre de cet appel à projet-là, de développer un outil ou une activité de transfert et de mobilisation des connaissances. Ça, c'est le volet 1. Dans le volet 2, vous pouvez aussi proposer d'analyser les retombées de votre outil que vous développez, ou vous pouvez aussi seulement proposer de faire l'analyse d'un outil de transfert et de mobilisation des connaissances qui a déjà été réalisé. Donc, si vous avez déjà fait une activité de mobilisation des connaissances ou un outil et que vous voulez savoir s'il y a des retombées, si l'outil est efficace, est-ce qu'il rejoint son public, est-ce qu'il y a des choses à modifier. Donc, c'est un type de projet qu'on peut aussi financer. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment.
pense que pour plusieurs d'entre vous, d'entre nous, le transfert ou la mobilisation des connaissances, ça reste un concept qui est flou. En fait, il y a beaucoup d'appellations. Dans notre cas, on a choisi d'appeler ça transfert et mobilisation des connaissances. Je vais en parler un petit peu plus en détail. Selon les FRQ, la mobilisation des connaissances, c'est tout l'ensemble de processus qui permettent ultimement qu'il y ait une utilisation de la connaissance scientifique. Et il faut que cette utilisation-là conduise à une action, à un changement qui répond à des préoccupations, à des besoins, à une problématique en lien avec l'objet de la recherche. Nous, on a décidé de faire aussi une distinction entre mobilisation des connaissances qui serait comme la finalité, c'est-à-dire l'utilisation de ces connaissances-là, et le transfert de connaissances, qui est un peu plus le processus, les activités de transfert qui mènent à une mobilisation. Peut-être pour se comprendre un peu plus, ce graphique-là a été adapté là, des travaux de l'INSPQ et du RQES, là, qui est représenté ici par Myriam Ferlat. En fait, le transfert et la mobilisation des connaissances, c'est un processus qui implique à la fois les producteurs de connaissances et les utilisateurs. C'est important que ce soit bilatéral et bidirectionnel, pardon. Le risque, on joue un peu un rôle de facilitateur dans ce processus-là. Dans le graphique, ce que vous voyez en bleu, c'est plutôt les activités que nous, on va appeler transfert de connaissances. Certains vont appeler ça valorisation des connaissances. Et puis, en vert, ce serait plus à ce moment-là la mobilisation. Donc, si on commence à gauche, on a l'identification des besoins, évidemment, et ensuite production, synthèse de connaissances. Et là commence aussi le travail d'adaptation. Donc, comment on rend cette connaissance-là compréhensible pour notre public cible. Ensuite, les activités de diffusion, il faut amener cette connaissance adaptée-là vers le public cible, mais il ne faut pas juste la laisser dans l'air, il faut s'assurer que le public la reçoive aussi. Donc, qu'il puisse accéder à la connaissance, qu'il puisse en prendre connaissance aussi. Ensuite de ça, on a plus la question d'adoption, c'est-à-dire que le public cible va dire « OK, cette connaissance-là, je ne savais pas, cette nouvelle pratique-là, par exemple, existe. Je trouve ça intéressant, ça pourrait nous être utile, j'y crois. » Donc, après ça, c'est toute la portion de l'appropriation, c'est-à-dire cette personne-là, dans son milieu de pratique, va en parler à des collègues, va essayer de les convaincre, ils vont essayer de modifier, d'adapter leur pratique en fonction de cette nouvelle connaissance-là. Et par la suite, ils vont évidemment mettre ça en pratique, donc utiliser de façon efficace la nouvelle connaissance. Évidemment, autour de tout ça, il y a, comme je le disais tout à l'heure pour le volet 2, l'évaluation des retombées est importante. Donc, on peut faire le plus beau matériel pédagogique, mais c'est important de vérifier est-ce que mon objectif est atteint, est-ce que j'ai des retombées à court terme, à moyen terme, à long terme, est-ce qu'il y a des changements de comportement qui se font. Donc, ça fait partie aussi de tout ce cycle de la mobilisation des connaissances. Et c'est pour ça que dans le cadre de cet appel à projet-là, vous pouvez proposer des projets dans n'importe lequel de ces cases-là. Excuse-moi, Yves, j'aimerais peut-être préciser quelque chose, dans le fond, que cette mobilisation des connaissances-là ne doit pas se faire de scientifique à scientifique, mais de scientifique à public cible, que ce soit des individus, des politiciens, des décideurs, des MRC, des municipalités, etc. Là. Donc, c'est pas de scientifique à scientifique. Je ne sais pas si vous comprenez bien, est-ce que c'est clair? Oui, puis en fait, Daniel, j'arrive avec, on va avoir les exemples tout à l'heure. Donc, les objectifs de l'appel, c'est vraiment de développer des outils, des activités qui favorisent l'innovation, qui vont atteindre le public, mais surtout qui vont le mobiliser. Et évidemment, de manière créative et aussi ciblée envers ces publics-là. Donc, faire ressortir les connaissances qui sont acquises sur les inondations et favoriser leur utilisation par un plus grand nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices. Donc, dans le cadre de cet appel-là, on a des exemples de projets ou d'activités qui sont finançables. Donc, que ce soit des capsules vidéo, des films, des balados-diffusions,
une exposition muséale même, une pièce de théâtre, ça fait partie des outils de transfert ou de mobilisation des connaissances. Des applications mobiles, des sites web, mais destinés à un public, comme le disait Daniel, pas à des scientifiques, mais à un public ciblé comme des citoyens, des gestionnaires. Autre exemple, des ateliers de formation ou d'échange, encore une fois, pour un public cible, donc peut-être pour un groupe de citoyens, pour des élus de municipalité. Un atlas ou un outil de visualisation de données. Encore là, pour des publics autres que les publics scientifiques. Des bandes dessinées, des ouvrages de vulgarisation, des synthèses de connaissances, publics non avertis, des fiches synthèses, des notes politiques, des guides d'accompagnement, des trousses de sensibilisation. Donc, ce sont tous des exemples. Tantôt, on va en présenter quelques-uns en détail. Évidemment, il y en existe d'autres. Comme on disait tantôt, surprenez-nous avec des projets innovants, des projets créatifs. Ce qui n'est pas finançable. Donc, toute activité de fonctionnement d'une revue scientifique, par exemple, ou d'un laboratoire, d'une infrastructure. Les sites web de chercheurs non plus, les colloques, les événements ou les publications qui sont destinés principalement à des pairs ne sont pas finançables. Toute activité ou produit de soutien à l'enseignement universitaire. Donc, votre matériel de cours, ça peut être intéressant, mais encore là, c'est destiné à un public de scientifiques, donc ce n'est pas finançable. Les activités de recherche non plus ne sont pas finançables, à l'exception, comme je le disais tout à l'heure, de l'évaluation des retombées d'une activité de transfert et mobilisation des connaissances. Donc là, à ce moment-là, c'est plus de la recherche, c'est pas du développement d'outils, mais ça, c'est le volet 2 qui est finançable aussi. Donc, critères d'admissibilité. Le chercheur ou la chercheure principale doit être professeur régulier à temps plein dans une université québécoise et être membre du RISC. Les chercheurs ne peuvent pas cumuler plus de 2 financements actifs provenant du risque. Donc, si vous avez été financé dans le cadre d'un appel à projet précédent et que le projet est toujours en cours, ça compte comme un projet actif. Alors, vous pouvez avoir 2 projets actifs, peu importe dans quel programme, mais un comme chercheur principal et un comme co-chercheur. Si vous avez jamais eu de projet financé par le risque, vous n'en avez aucun actif, dans le cadre de cet appel-là, vous pouvez être sur 2 demandes. Vous pouvez être une comme chercheur principal et une comme co-chercheur. L'équipe doit comprendre au moins un ou une co-chercheur dans une discipline complémentaire. Ici, c'est une nuance par rapport à ce qu'on finance habituellement. D'habitude, on demande d'avoir des chercheurs dans 2 secteurs, au moins 2 secteurs différents, c'est-à-dire nature, technologie, société, culture ou santé. Comme c'est un peu différent comme type d'appel à projet, on y va ici plus par discipline complémentaire. Autrement dit, si vous avez fait une recherche qui tombe sous le giron de société culture et que vous voulez faire le transfert ou la mobilisation des connaissances, bien, vous allez probablement faire appel à des gens qui sont aussi en société culture, que ce soit en mobilisation des connaissances, en design, en pédagogie, en vulgarisation, etc. Donc, on ne voulait pas obliger à ce moment-là à aller chercher dans d'autres secteurs. Mais si vous avez fait une recherche en nature technologie, bien là, vous pouvez faire appel aussi à des gens dans les exemples que je donne ici. Là. Alors, plutôt, c'est ça. Dans ce cadre-ci, plutôt que parler de secteur, on parle de discipline complémentaire. Par contre, on garde notre règle habituelle qui demande que l'équipe soit composée de chercheurs d'au moins 2 établissements académiques québécois. Ici, ça peut être université ou cégep. Et évidemment, bien, comme c'est de la mobilisation des connaissances et comme on disait, il faut que le milieu preneur soit vraiment impliqué. Donc, ça prend évidemment au moins un partenaire qui représente le ou les publics cibles. Par rapport aux co-chercheurs, donc les co-chercheurs peuvent être membres universitaires réguliers du risque, mais ils peuvent aussi être chercheurs ou chercheurs d'un centre collégial de transfert de technologie.
Ils peuvent aussi être professeurs associés, en autant que tout ce monde-là puisse recevoir et gérer des fonds de recherche. Donc, des fonds qui vont être transférés, qui vont leur être transférés via le chercheur ou le chercheur principal. Si vous ne pouvez pas gérer, de fonds de recherche, à ce moment-là, vous pouvez quand même être membre de l'équipe comme collaborateur ou collaboratrice. Et si vous n'êtes pas déjà membre du risque, bien, vous pouvez le devenir pour l'être au moment du dépôt de la demande. Ça va jusqu'à maintenant? Autre particularité de cet appel-là, puis je pense que ça va vous faire plaisir à beaucoup de gens. Encore une fois, en raison de la nature un peu différente de cet appel à projet-là, les partenaires qui vont être impliqués vont pouvoir recevoir des fonds. Habituellement, on demande aux partenaires de contribuer pour 20% du coût du projet de recherche, mais comme dans ce cadre-ci, le rôle des partenaires est vraiment majeur, à ce moment-là, les partenaires pourront recevoir plutôt 20% du montant de la subvention. Évidemment, ils vont devoir justifier ce 20%-là, mais que ça soit en accord avec leur implication dans le projet. Quelques autres critères. Le projet, comme dans tous les autres appels, l'étude doit porter sur une problématique au Québec. On accepte une problématique où le Québec est un cas comparatif. Donc, vous ne pouvez pas faire une étude uniquement sur les inondations en Allemagne, par exemple, mais vous pourriez faire une étude comparative entre les inondations en Allemagne et les inondations au Québec. Et les projets soumis, en fait, les projets de recherche qui vont être mobilisés doivent être aussi en adéquation avec les objectifs, avec les axes de recherche du risque. Et comme dans les autres appels à projets, les frais indirects de recherche ne sont pas autorisés. Donc, juste un petit rappel des axes du risque. Donc, 5 axes. Le premier, c'est tout ce qui concerne le risque lui-même, l'aléa, l'exposition et la vulnérabilité. Le deuxième, c'est la gestion du territoire et la gouvernance. Ensuite, les impacts humains et financiers, la réduction des vulnérabilités et finalement, la gestion et la communication du risque. Les critères d'évaluation, c'est sensiblement la même chose que d'habitude, donc 40% sur la qualité du projet qui est présenté, mais 25% quand même sur les retombées et les bénéfices, évidemment, de la mobilisation de ces connaissances-là, 25% sur la qualité de l'équipe et 10% sur la rigueur et la justification du budget. Finalement, il y aura à fournir donc le formulaire de demande de proposition, de demande de financement, pardon, le chiffrier avec les détails budgétaires, des CV courts pour les membres de l'équipe de recherche, description des partenaires, les lettres d'appui et le fichier de suggestion d'évaluateur aussi comme d'habitude. Donc, j'ai passé assez vite sur les principaux éléments de l'appel à projet. Vous avez toute l'information, encore une fois, dans le guide qui est sur notre site Internet. Mais avant de passer à des exemples concrets de projets, ben, je vous laisse. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Daniel, est-ce que tu as autre chose que tu voudrais rajouter? Non, je n'ai rien d'autre à ajouter. Ça va. Donc, il n'y a pas de questions particulières. C'est moi qui ne les vois pas. Non, j'ai pas de questions. Dans le fond, ce qu'on souhaite, là, c'est que les projets soient originaux, qu'ils soient comme emballants, qu'ils soient comme différents de ce qu'on peut faire habituellement là, en termes de mobilisation des connaissances. Là, qu'on veut s'éloigner des articles scientifiques. On veut vraiment que les informations que vous avez entre vos mains soient compréhensibles par des élèves du primaire, du secondaire, par les adultes, par les décideurs, par les coordonnateurs des mesures d'urgence, etc. Là, ça peut être différents publics cibles. Là. Ça peut être aussi une exposition dans un musée. Vous pouvez faire des ententes avec un musée, avec un groupe communautaire pour faire une activité là, de mobilisation des connaissances auprès des jeunes. Ça peut être une activité dans les commissions, dans les écoles,
primaire ou secondaire, là, où on sensibilise les jeunes à l'importance de prévenir les inondations, puis comment intervenir, puis comment devenir bénévole, ou des affaires de même, là. Philippe, tu avais une question ou un commentaire? Je vais rajouter un élément important parce que, bon, tu as mentionné le fait que pour cette fois-ci, donc on peut financer les partenaires, mais il faut faire attention. Nous ne sommes pas autorisés par les FRQ à financer, par exemple, des salaires à l'extérieur de l'université, en dehors, évidemment, des étudiants, des centres de recherche, etc. C'est très important. C'est-à-dire que si les partenaires sont engagés, ça peut être éventuellement une façon, par exemple, de financer ou de cofinancer des étudiants à l'université. Je précise bien, et qui va travailler avec le partenaire. Mais en aucun cas, on ne peut financer le salaire d'un partenaire, donc son temps, qui doit être de contribution in kind. Mais par contre, la centre de recherche des étudiants peuvent être éventuellement mises à contribution pour faciliter le travail des partenaires. Parce que les FRQ ne nous autorisent pas à utiliser de l'argent qu'il y a les FRQ, donc en dehors de la formation et d'un financement à l'intérieur du réseau universitaire. Okay? Mais excuse-moi, Philippe, là, je voudrais peut-être ajouter quelque chose. Dans le fond, si on fait une bande dessinée, ben on peut, il faut avoir un illustrateur, il faut avoir un auteur, etc. Donc, ça rentre dans les dépenses. Ça peut être aussi 20 parce que l'organisme communautaire, l'organisme communautaire ou autre, achète du matériel, des cartons, je ne sais pas trop quoi, pour faire l'exposition. Là, ça, c'est des dépenses, je pense, qui sont acceptables dans un cadre de mobilisation de connaissances. Non, tu as raison, Daniel. Je parlais vraiment de la partie salaire, Okay. Mais effectivement, pour l'édition ou peu importe, effectivement, ça peut être tout à fait. Ça se fait à l'intérieur du réseau universitaire comme à l'extérieur. Il peut y avoir aussi des contrats qui peuvent être donnés justement pour l'édition ou la préparation de matériel. Mais on ne peut pas, par contre, payer des salaires, on va dire, comme d'une personne qui va être impliquée dans le projet. C'est vraiment la contribution in-kind. OK? Sofiane? Oui, ma question, c'était par rapport aux critères d'admissibilité. Quand on a déjà un projet scientifique de monter, de terminer et qu'on veut déposer au volet diffusion, est-ce que notre équipe doit nécessairement être composée de chercheurs de différentes universités quand on parle seulement de diffusion? Normalement, oui. Les critères qui sont là, même si c'est pour le projet de mobilisation, ça va prendre 2 chercheurs qui sont de 2 disciplines différentes et de 2 universités différentes, oui. C'est vraiment c'est pas pour vous complexifier la tâche, c'est vraiment dans notre ADN du réseau d'encourager l'intersectorialité, l'interdisciplinarité et le travail aussi, le décloisonnement des silos universitaires. Myriam? Oui, ma question, c'est, je vais présenter tantôt un peu qu'est-ce qu'on fait au Réseau québécois sur les eaux souterraines, mais dans la mesure où, mettons, le RQS voudrait être un partenaire d'un projet de transfert avec un chercheur. Nous, on est un OBNL, mais je suis aussi un professionnel de la recherche à l'UQAM, mettons. Je ne sais pas trop dans quelle case on peut se situer. Est-ce qu'on propose plutôt quelque chose en lien comme co-chercheur avec un chercheur, ou on peut être partenaire, mais là, ça dit que les partenaires doivent être représentants du public cible, mais on n'est pas le public cible non plus. On est comme l'agent qui va produire, par exemple, le matériel de transfert pour des activités. Je ne sais pas où on pourrait se situer finalement là, dans la structure d'une demande, mettons. En fait, Philippe pourra peut-être rajouter, mais on demande un minimum de 2 chercheurs, un chercheur et co-chercheur, mais dans le fond, avec un partenaire, mais ça n'empêche pas d'avoir plus de gens dans l'équipe. Moi, la façon dont je le vois, c'est que le RQS peut faire partie de l'équipe aussi, même si ce n'est pas le public cible, ça peut être un des partenaires de l'équipe. Mais il représente le public cible, dans le fond. Oui, aussi, à ce moment-là, est-ce que ta question, c'est est-ce que, par exemple, ton salaire à toi, je pense que tu es professionnel de recherche, Myriam? C'est ça.
Bon. Mais ça pourrait être le professeur du RQES qui l'obtient et qui paye ton salaire pour réaliser Le mandat de produire du matériel, mettons. C'est ça, ça reste. Je pense, Philippe, les professionnels de recherche, c'est admissible, le salaire là, pour les FRQ. C'est juste qu'il soit versé probablement un chercheur d'abord. Okay. Fait que, mettons, il faudrait que soit avec Marie Larocque ou Julie Ruiz qui sont membres, qui soient comme co-chercheurs dans le projet pour le volet production de matériel de transfert. Il faut un chercheur principal d'une université. Puis il faut que le chercheur principal provienne d'une université ou d'un collège qui est reconnu. Puis les co-chercheurs peuvent provenir, dans le fond, de d'autres établissements, mais il faut peut-être 2 universités aussi, là, dans le fond. Oui, parce qu'en fait, nous, on travaille surtout sur les eaux souterraines, donc on n'a pas de contenu de recherche en inondation, mais si il y avait quelqu'un qui a des travaux de recherche sur les inondations à transférer, on pourrait s'associer à eux là, pour construire des activités de transfert. Tout à fait. C'est ça l'objectif, c'est d'avoir justement peut-être quelqu'un qui, comme on disait tantôt, nature technologie, qui ont fait une étude sur les eaux souterraines qui touchent les inondations, qui influencent les inondations, puis vous êtes partenaire dans l'équipe comme étant des spécialistes en mobilisation des connaissances, tout simplement. Oui, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'études sur le lien eaux souterraines d'inondation encore. Donc, c'est beau, merci. Okay. Fait qu'on peut passer à la suite. Je vais, Sofiane, tu es toujours là, oui? Oui. Okay. Sofiane, je vais arrêter mon partage le temps que tu présentes ton... Il n'y a pas de problème. Donc, je vais partager mon écran. Je vais seulement avoir besoin d'une confirmation vocale que vous voyez bien mon écran. Donc, est-ce que vous voyez? Oui. Parfait. Donc, je me présente, Sofiane Bouchard. Je suis chargée de projet en inondation et milieu humide au Cobarrique. Donc, aujourd'hui, on vous présente le projet de vulgarisation scientifique des inondations sur la rivière Chaudière qu'on a fait en partenariat avec le bureau de projet de la rivière Chaudière qui est chapeauté par le MAMACH. Donc, mise en contexte, pourquoi on en est venu à faire un tel document? En fait, les inondations sur la rivière Chaudière, il n'y en a pas que depuis 2019. C'est des inondations qui sont récurrentes, on en a presque à chaque année. En fait, les premiers écrits sur les inondations datent de 1742. Donc, ça fait très longtemps qu'on est au courant de cette problématique-là. Et puis, en 2009, les municipalités le long de la rivière Chaudière se sont mobilisées avec le Cobarrique pour faire le système de surveillance de la rivière Chaudière. Donc, on avait beaucoup d'inquiétudes par rapport aux inondations. Donc, on a fait un système qui surveille le niveau de la rivière ainsi que son débit à différents points là, tout le long. Puis, comme ça nous permet de regarder les inondations, la montée des eaux en temps réel. Ensuite, avec l'arrivée du système de surveillance, on a pu acquérir des données de niveau et de débit. Donc, on a plusieurs recherches scientifiques qui ont été réalisées suite à ça sur notre territoire. Et puis, en 2019, comme vous savez, on a eu les plus grosses inondations. En fait, une des plus grosses inondations historiques. Donc, on a eu un contexte politique qui demandait d'agir. Les municipalités se sont dit, là, on a besoin que les gens agissent, on a besoin d'intervenir parce que nos populations souffrent beaucoup de ça. Donc, c'est pourquoi le gouvernement a mis en place les bureaux de projet. Donc, c'est chapeauté par le MAMACH. On a 10 bureaux de projet qui s'occupent des inondations, en fait. Donc, on a des bureaux de projet qui regroupent plusieurs bassins versants. Pour nous, au Cobarrique, on a un seul bureau de projet qui est le bureau de projet de la rivière Chaudière qui regroupe seulement notre bassin versant. Et c'est avec eux là, qu'on a fait un partenariat pour la production de cet outil de vulgarisation scientifique-là pour les acteurs du milieu. Donc, les objectifs de ce document-là, c'est pour mieux comprendre l'aléa inondation, comprendre les causes, les conséquences, pourquoi on est inondé sur le territoire. Ensuite, on voulait aussi que ce document-là permette d'impliquer les parties prenantes dans les solutions. Donc, cette vulgarisation-là, elle a été faite à un niveau secondaire 5. Donc, toute personne est censée là, pouvoir comprendre ce qui se passe. Ce n'est
C'est pas un document extrêmement scientifique, extrêmement complexe. On est venu vulgariser les concepts. Donc, comme ça, tout le monde peut le comprendre. Donc, nos élus, nos municipalités, Jean-Jacques sur sa ferme, il peut comprendre ce document-là, il peut s'impliquer dans les solutions. Donc, ensuite, on avait aussi un vouloir d'uniformiser le vocabulaire parce qu'on entend le mot inondation, le mot crue, le mot débordement. On voulait vraiment uniformiser, tout le monde parle le même langage, puis tout le monde se comprend. Et puis, finalement, on voulait fournir un outil de communication qui est accessible à tous parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'aller chercher des textes scientifiques. Ce n'est pas tout le monde qui a accès non plus à ces outils-là. Donc, notre document de vulgarisation, c'est pour tout le monde. Donc, tout le monde peut faire partie prenante des solutions, tout le monde peut comprendre ce qui se passe. Donc, c'était vraiment ça nos objectifs. Notre public cible, donc les élus, les MRC, les municipalités, les intervenants de première ligne et les citoyens du bassin versant. Donc, on n'exclut absolument personne. C'est un document qui s'adresse à tous. C'est un document qu'on se veut porteur de solutions aussi et de compréhension de ce qui se passe sur notre territoire. Ensuite, le contenu. Donc, notre document de vulgarisation scientifique est séparé en 2 documents. Donc, on a un document principal qui regroupe le portrait de la rivière Chaudière et de son bassin versant, l'évolution des cadres de planification, donc tout ce qui a été fait historiquement là, pour essayer de protéger le territoire face aux inondations. Donc, on a tout cet historique politique-là qui est très difficile à comprendre et à replacer. Donc, nous, on vous le vulgarise, on vous le met dans le temps. Ensuite, on regroupe les études sur l'aléa inondation et sur les impacts sociaux de cet aléa. Et puis, on a une section avec des ressources, donc pour les citoyens, les intervenants de première ligne et les municipalités. Donc, c'est des ressources qui peuvent être psychologiques. Donc, qu'est-ce que je fais quand ma maison s'est fait inonder, que j'ai nulle part où aller? Des ressources pour les municipalités, qu'est-ce que je fais quand 30 % de ma population n'a nulle part où aller? Comment j'interviens? Qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? Donc, tout est vraiment bien regroupé. Et puis, c'est un document qu'on dit interactif parce que quand on le lit sur un lecteur PDF, comme vous voyez en bas, les mots en bleu sont accompagnés d'une petite définition. Donc, bassin versant, quand on met son curseur dessus, on voit ensemble du territoire où l'eau se dirige vers un seul cours d'eau. Donc, c'est vraiment le document principal. Et puis, avec ça, on a un document d'accompagnement qui, celui-là, va venir regrouper toutes les définitions et concepts, mais ils vont vraiment être super détaillés. Ils vont aussi être imagés par des exemples tirés du bassin versant de la rivière Chaudière. Donc, si dans mon document principal, bassin versant, je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris, même avec la petite définition, dans mon document d'accompagnement, je vais avoir la définition de bassin versant, mais très, très bien détaillée, très, très bien expliquée. Donc, c'est un document d'accompagnement pour s'assurer que tout le monde comprenne ce qui est détaillé dans notre document de vulgarisation scientifique. Ensuite, étape de réalisation, c'est un projet qui s'est échelonné sur plus d'1 année. En fait, là, en 2021, on a eu la mise en place des bureaux de projet là, suite aux inondations de 2019, comme je vous expliquais plus tôt. À l'automne 2021, notre bureau de projet Chaudière et le Cobaric a commencé à faire un transfert de connaissances. On a commencé à se parler, à faire un arrimage scientifique aussi de ce qui avait été fait sur le territoire en termes d'études, savoir qu'est-ce qu'on a présentement et qu'est-ce qui nous manque. Ensuite, à l'hiver 2021-2022, on a commencé à faire la table des matières, voir qu'est-ce qu'on voulait dans notre document, à quoi on pense, qu'est-ce qui finalement n'est pas nécessaire. Donc, vraiment y aller là, pour la conception. Et puis, on a élaboré l'offre de service, donc, entre le bureau de projet et le Cobaric. L'offre de service a été signée en août. Donc, vous pouvez voir, là, il y a eu beaucoup de va-et-vient administratif pour être sûr qu'on ait la meilleure offre de service, qu'on soit capable de s'enligner sur le projet qu'on voulait. Et puis, on a débuté la rédaction. Ensuite, à l'automne 2022, donc là, c'était la grande course. Là. On a eu la vulgarisation, on a fait le graphisme, la cartographie et la mise en page. Ça a été vraiment là, le moment le plus intense, je vous dirais, là, dans la fabrication de ce document-là.
Et puis, hiver 2023, donc à ce jour, on en est à la mise en ligne et à la diffusion. Ensuite, les défis, parce que ce n'est pas un travail qui a été nécessairement facile, c'est un travail qui a été plaisant, oui, mais facile, non. En fait, là, les premiers défis, c'est partir d'une page blanche parce qu'un document de vulgarisation scientifique comme ça sur un bassin versant au complet, ça n'a pas été fait auparavant. C'est un travail sans précédent, donc on n'avait pas de base à laquelle se référer. Donc, on est vraiment parti d'une page blanche. Ensuite, rechercher et rassembler l'ensemble des informations pour le contenu. Donc, le bureau de projet de la Rivière-Chaudière a travaillé très, très, très fort à rassembler l'information. Ça a été très difficile d'aller chercher les petits morceaux un peu partout pour les rassembler dans notre document. Ensuite, un autre défi, choisir et synthétiser les définitions et concepts parce qu'on pourrait en parler pendant des mois et des mois des inondations. Donc, il a vraiment fallu qu'on choisisse qu'est-ce qu'on garde dans le document, qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Ensuite, choisir le bon niveau de vulgarisation sans dénaturer. Donc, ça a été mon défi principal. J'ai principalement travaillé à la vulgarisation et puis c'était difficile de prendre un concept scientifique et de le vulgariser et que dans cette vulgarisation-là, on soit capable de ne pas dénaturer le concept. Par exemple, un méandre, vulgariser ce qu'est un méandre, c'est difficile de ne pas le dénaturer parce qu'à la fin, si on arrive avec la vulgarisation puis que finalement, ça dit juste une courbe dans le cours d'eau, c'est plus un méandre. Donc, ça a été très, très difficile de vulgariser les concepts et de bien garder leur définition sans les dénaturer. Ensuite, gérer le temps alloué au projet. Ça a été plus long qu'on pensait. Donc, on s'était alloué un temps. Finalement, ça a été plus long. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, beaucoup de révisions, beaucoup de réflexions autour de ce document-là. Donc, ça a été difficile de gérer le temps. Et les multiples révisions, encore une fois, parce que oui, on a révisé au Cobaric, oui, le BP l'a révisé, mais on a beaucoup de collaborateurs au MAMACH aussi qui ont révisé ça. Donc, ça a été de prendre toutes ces révisions-là, tous les commentaires, toutes les réflexions et d'en venir à un document final. Donc, ça a été un des principaux défis dans tout ça. Et puis, où se procurer les documents? Comme je vous disais plus tôt, on en est à la diffusion. Donc, sur le site web du Cobaric, quand on arrive, vous avez les 5 pastilles. Vous avez inondation, donc vous cliquez dessus. Et puis, tout au bas de la page documentation supplémentaire, vous avez nos 2 documents que vous pouvez télécharger sous format PDF. Pour terminer, les perspectives, qu'est-ce qu'on entend faire avec tout ça? Eh bien, on espère vraiment que le document de vulgarisation va être approprié par les parties prenantes. Donc, autant les municipalités que les MRC, que les gens du territoire, on espère vraiment que les gens vont prendre le temps de le lire, de le comprendre et de se l'approprier pour faciliter les discussions sur les problématiques, les enjeux et leurs causes. Surtout au niveau des municipalités et des élus, parce que c'est beaucoup plus facile d'intervenir et de choisir des interventions adéquates quand on comprend ce qui se passe sur notre territoire. Donc, ensuite, mise à jour à anticiper, est-ce que peut-être dans le temps, on va avoir à le mettre à jour au niveau des cadres de planification, par exemple, si on a la nouvelle cartographie des zones inondables s'en vient, est-ce que c'est à ajouter dans ce document-là? Donc, c'est des choses qu'il faut réfléchir. Ce n'est pas un document statique, c'est un document qui va être appelé à être modifié dans le temps. Ensuite, ouvrir la porte à la création d'autres documents de vulgarisation. Donc, comme c'était un travail sans précédent, on est vraiment les premiers à avoir offert un document de la sorte. Donc, on espère vraiment inspirer les autres bassins versants ou les autres BP à faire de même, ou ne serait-ce que des chercheurs à prendre l'initiative de faire des documents de la sorte parce que ça aide tellement le territoire à intervenir. Et puis, finalement, dans les perspectives, autres partenariats possibles, peut-être que ce document-là va nous appeler à travailler sur d'autres projets de la même envergure, donc on l'espère vraiment. Donc là, j'ai parlé extrêmement vite parce que c'est limité dans le temps, mais est-ce que j'avais des questions? Allez-y, Daniel. Et moi, je trouve que votre projet pourra faire l'objet d'une demande de subvention au risque pour évaluer les impacts, les retombées de ce guide-là. Est-ce qu'il
est-ce qu'il est bien compris par la population cible? Est-ce que les citoyens comprennent, tous les élus politiques? C'est quoi les informations qui sont manquantes? Vous pourriez faire des focus group, vous pourriez faire des focus group avec les citoyens, regarder tout votre matériel et tout ça, puis regarder dans le fond, qu'est-ce qui est comme utile, pas moins utile, qu'est-ce qui pourra être mis, qu'est-ce qui ne pourrait pas être mis, c'est quoi les retombées, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça, avec ces documents-là, qu'est-ce que ça leur a appris. Puis je pense que ça pourrait être l'objet d'une demande de subvention au risque. Ça, c'est évaluer, ça rentre dans la dernière catégorie là, que ce que Yves a présenté, dans le fond, évaluer les retombées d'un document de mobilisation de connaissances. Là. Parce que dans le fond, vous pensez que ça va être utile, vous pensez que ça va être bien compris, mais est-ce que c'est vraiment ça? Fait que ça pourrait être une subvention pour aller chercher ça. Parfait, on prend ça en note. Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord, Daniel. Puis, en fait, s'il y a d'autres, comme tu disais, s'il y a d'autres comités de bassin versant qui veulent faire des initiatives similaires, c'est aussi possible. Merci beaucoup, Sofiane, vraiment, ta présentation était tout à fait claire et intéressante. Si tu veux, est-ce qu'il y a d'autres questions d'abord avant que tu cesses le partage? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Sofiane? Ça va pour l'instant. De toute façon, vous pouvez toujours la contacter. Yes, merci beaucoup. Merci. Je vais reprendre le contrôle. Un instant. Non, il ne semble pas avoir partagé. Hein? Je l'avais partagé. Ah, On voyait ton partage d'écran, oui. vous la voyez? OK, c'est bon, parce qu'il ne mettait pas le tour. OK. Donc, vous le voyez maintenant? Oui. OK, parfait. On continue donc. C'est notre deuxième exemple de projet de transfert et mobilisation des connaissances. C'est Daniel Maltais qui va prendre la parole. Et moi, dans le fond, c'est un programme de valorisation des connaissances qui a été financé par le RQM. Je vais m'enlever, là, je n'aime pas me voir. Donc, ça a été donc financé par le RQM. C'est une subvention de 35 000 que j'avais reçue, là, puis on avait différents partenaires. Donc, il y avait 3 chercheurs impliqués, moi, Lynn Morissette, qui est une experte en maritime, dans le fond, puis elle travaille à l'Institut des sciences de la mer à Rimouski, elle est partenaire là. Puis Jean Côté, le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on voulait, c'est valoriser les connaissances qu'on avait acquises dans une des études qu'on avait faites auprès des pêcheurs de la Gaspésie pour voir comment ils cohabitaient avec les baleines noires. Lorsque j'ai fait des focus group, dans le fond, avec des pêcheurs de la Gaspésie, je me suis dit, après avoir fait tu peux changer donc, après ça, après avoir fait des focus, puis pendant mes focus group que je faisais avec les pêcheurs de la Gaspésie, je me disais, mon Dieu, ces pêcheurs-là, ils aiment leur métier, c'est extraordinaire et tout ça. Ils ont tout un historique à transférer à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Puis il faudrait en faire en sorte de valoriser ce métier-là. Donc, ça, c'était vraiment l'objectif que j'avais eu, dans le fond, par rapport au projet qu'on a fait là, sur une nouvelle pour des jeunes du primaire. Donc, les objectifs étaient de diffuser les résultats de notre recherche dans les milieux scientifiques et auprès des principaux partenaires et décideurs ouvrant auprès des pêcheurs. Parce que nous, on a fait 2 outils de diffusion des connaissances. Un livre qui a été publié au PUC, qui s'adresse dans le fond aux décideurs, puis un livre, un roman jeunesse, dans le fond, qui s'adresse aux jeunes élèves du primaire, 10 à 10 ans, dans le fond, 2e cycle du primaire, 3e cycle du primaire. Diffuser les résultats de notre étude auprès de la population en général, en particulier les élèves de toutes les classes du primaire de la Gaspésie, afin de se familiariser au métier de pêcheur de homard. Je me disais, moi, dans le fond, je me suis dit, on se plaignait, dans le fond, qu'on ne voyait pas certaines personnes dans les commerciaux, dans les émissions, dans les émissions de télévision du Québec. Puis je me disais, on ne parle pas non plus du métier de pêcheur de homard, dans le fond, dans
à la radio ou à la TV, tout ça. Fait que je voulais valoriser ce métier-là auprès des enfants, des pêcheurs, puis auprès des petits-enfants des pêcheurs aussi. Donc, développer un sentiment de fierté chez les pêcheurs eux-mêmes et chez les jeunes quant au métier de pêcheur de homard. Sensibiliser aussi les lecteurs à la réalité de la coexistence des baleines noires et des pêcheurs et des défis que pose cette réalité, parce que ce projet-là origine, dans le fond, de la fermeture de la pêche de homard en je ne sais pas quelle année, l'été 2000, là, 2-3 années, où les pêcheurs de homard n'ont pas pu pêcher le homard pendant 2-3 semaines, puis ils ont 6 semaines maximum pour pêcher le homard. Donc, il y a eu une perte de coûts très, très, très importante, dans le fond, pour les pêcheurs et pour toute la communauté de la Gaspésie par rapport à cette situation-là. Puis, on voulait aussi sensibiliser la réalité, tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a publié un premier volet. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, oui. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vois. Excusez-moi, là. Je vais me remettre comme il faut. On a publié un premier livre qui s'appelle, dans le fond, Pêcheurs et baleines en Gaspésie sur le chemin de la coexistence. Ça, c'est les fonds qu'on a reçus pour publier un livre au PUC, dans le fond. Ce livre-là comporte 7 chapitres. Il est sous la direction de Lynn Morissette, Daniel Matin et Jean Côté. Puis il y a 8 auteurs qui ont été impliqués, dans le fond, dans ce livre-là, dont l'école de pêcherie à Gaspésie, qui ont écrit un chapitre sur leur école, le cégep et tout ça. Donc, on a eu aussi... moi, j'ai fait la synthèse des focus group des pêcheurs là-dedans, dans ce livre-là. On peut changer de... Le deuxième volet, c'est un roman jeunesse pour les jeunes. Donc, le roman jeunesse pour les jeunes, c'est un peu lui. C'est un moussaillon à lance au bras, journal d'un futur pêcheur, dans le fond. Et ce que ça a dû nous obliger, dans le fond, comme activité, il a fallu trouver une maison d'édition pour qui publiait des livres jeunesse. Mais on n'a pas pu publier dans les livres jeunesse parce que les autres n'acceptaient pas qu'on paye pour la publication de notre livre. Donc, il a fallu se trouver un éditeur qui éditait, dans le fond, aux frais d'auteur. Fait qu'on a fait affaire avec la maison d'édition qui s'appelle Carte Blanche. On a eu vraiment une très belle expérience avec eux. C'était vraiment fantastique. Ils nous ont aidés. Parce que nous, dans le fond, ce qu'on avait, c'est qu'à la suite du premier projet qu'on avait fait, il me restait des fonds dans ma partie à moi. Et là, j'ai engagé un auteur jeunesse pour écrire justement ce roman-là jeunesse qu'on a fait une première version, mais avec carte blanche, on a eu 8-9 versions, là, avec l'aide de carte blanche. Là. Donc, on a fait ça. Il a fallu rechercher un illustrateur, puis nous, on voulait vraiment des illustrations qui soient très réalistes, dans le fond, là, parce qu'on voulait aussi familiariser les jeunes avec la pêche de homard. Il y a eu des images comme ça, dans le fond, qui parlaient des termes. On parle, c'est quoi les méthodes qu'on a pour pêcher le homard, etc. Donc, tantôt, on va revenir là-dessus. On a engagé une auteure, donc Daniel Massé, sur un roman jeunesse qui avait été écrit précédemment, parce que moi, je la connaissais parce qu'elle avait déjà gagné des prix à la Ville de Montréal pour écrire une nouvelle, en tout cas. Bon. On a fait la révision, la correction du manuscrit à la lumière des suggestions de la maison d'édition, puis aussi à la lumière d'une spécialiste qu'on a engagée de la littérature jeunesse qui a relu, dans le fond, des différentes versions du comité, du livre, du roman, puis qui nous suggérait des affaires, etc., à rajouter, à changer, quels mots utiliser, etc. Il y a eu 11 illustrations, donc il fallait payer l'illustrateur pour chacune des illustrations. Après ça, on a fait 2000 copies avec le budget qu'on avait, parce qu'on avait un budget peut-être il nous restait à peu près 25 000 pour publier le livre, là, dans le fond, le roman jeunesse. Donc, il y a eu 2000 copies, dont 400 en vente libre dans les librairies du Québec. Les autres ont été distribués dans chacune des classes du primaire, de chacune des écoles de la Gaspésie. Chaque pêcheur de homard a reçu une copie de ce livre-là lorsqu'ils se sont inscrits pour la pêche, dans le fond, au homard dans l'année précédente. Donc, on en a donné aussi à différentes personnes. Donc, ce livre-là, Moussaillon à lance au brave, dans le fond, il y a deux sections, même deux sections. Il y a la nouvelle comme telle, elle a 45 pages, dans le fond. Il y a des questions-réponses, dans le fond, sur les baleines noires et sur le nombre, sur les pêcheurs de homards, dans le fond. Quelle est la population de baleines noires à l'Atlantique du Nord, par exemple? Combien de temps dure la saison de pêche? On s'est dit que ça pourrait servir aussi de manuel scolaire si un jeune veut faire une recherche là, sur les baleines noires, ou sur les baleines noires ou sur la pêche au homard. Dans le fond, on avait cette section-là. OK, parfait. Donc, le résumé de la nouvelle, c'est un jeune qui va
que ses parents viennent de Montréal, dans le fond, mais qui est originaire le père est originaire de la Gaspésie. Puis là, il va vivre chez son grand-père parce que sa mère va avoir accouché dans les prochains jours d'un jeune enfant. Et là, c'est là que le jeune fait la découverte, dans le fond, de la pêche au homard, mais il raconte un gros mensonge, comme quoi il y a vu une baleine noire dans les eaux. Et là, les pêcheurs, son grand-père est tout surpris, etc. Puis là, ça a des implications, puis on démontre les implications que ce mensonge-là peut avoir pour les pêcheurs de la Gaspésie. Donc, on a aussi un lexique de la pêche. Comme c'est quoi un mardier, un être pêcheur, un plotteur, une bouette, tu sais, là. Parce que la bouette, c'est pas la même chose que la bouette qu'on peut sauter dedans, mais la bouette, c'est les petits animaux qu'on achète pour, comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Je vais le trouver parce que c'est la bouette. Pas les appâts. Qu'ils mettent dans les pêches, dans les casiers de homard. Donc, ça peut être aussi ça. Donc, OK, on peut passer à d'autres choses. Donc, ça, c'est le livre. Il est vendu à peu près, je pense, c'est 15 ou 10 ou 15 dans les librairies. Tous les profits de ce livre-là, ça, c'est des exemples d'illustrations, dans le fond, qu'on retrouve dans le livre. Tous les profits de la vente de ce livre sont donnés au regroupement des pêcheurs du sud de la Gaspésie. Pour probablement faire des bourses d'études pour les étudiants qui étudient à la pêcherie, dans le fond. Ça, c'est des exemples, dans le fond, comment on monte. C'est dans la réalité, c'est qu'est-ce que font les pêcheurs et tout ça. Les pêches d'homard, maintenant, ils sont plus en métal ou en aluminium. Ça, c'est ils voient, dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans l'eau, etc. Donc, c'est un peu ça. Fait que je ne sais pas si vous avez des connaissances, mais dans le fond, ce qu'il faut faire, il faut savoir aussi que les maisons d'édition, ils ont déjà à l'avance 2 à 3 ans qu'ils savent quel livre ils vont publier. Donc, nous, on ne pouvait pas, il fallait publier le livre dans un délai très, très court. Là. Fait qu'on ne pouvait pas faire avec les maisons d'édition. 1, ils n'acceptaient pas qu'on paye. 2, ils acceptaient, dans le fond, ils n'étaient pas, puis ils voulaient réécrire l'histoire au complet. Fait que là, nous, on disait non. Là, c'est aussi ça qu'il faut apprendre à négocier aussi avec les maisons d'édition et tout ça. Puis, mais ça a été une expérience intéressante. On est bien content des deux produits. Fait que c'est ça. Le transfert, la mobilisation des connaissances. Mais tu vois, ça aussi, merci beaucoup, Daniel. Puis, dans le fond, ce travail-là aussi pourrait faire l'objet d'une étude. Est-ce que le livre a été utile? Est-ce qu'il a été… Il a été accueilli dans les écoles primaires. Mais là, je ne pourrais pas faire ça au risque, là. Mais comment il a été accepté aux écoles primaires, comment ils ont été lus, c'est quoi les réactions des jeunes, etc. Donc, c'est ça. C'est une bonne idée, je vais faire une demande au RQM. Parfait. Merci, Daniel. On va passer… Le RQM, c'est Réseau Québec Maritime. Oui, je vais en présenter quelques petits exemples tantôt aussi. Vas-y, Myriam, pour la suite. Oui, bonjour, merci. Je peux me demander le contrôle aussi. Oui, c'est vrai. Et aussi, bon, j'ai des petits bugs Internet. J'espère que ça va rester fluide, mais si jamais ma collègue Anne-Marie est en ligne, puis si jamais ça bug trop, tu pourras prendre la relève. Bon. Fait que je demande le contrôle. Voilà, c'est approuvé. Oui, ça fonctionne. Alors, donc, je me présente. Je suis Myriam Ferlat, coordonnatrice scientifique du Réseau québécois sur les eaux souterraines, le RQES, et également professionnelle de recherche au département des sciences de la Terre à l'UQAM. Et j'en profite pour présenter ma collègue Anne-Marie Dessel, qui elle est la directrice du RQES. Et donc, nous deux, on constitue les employés, l'équipe du RQES, donc qui mettons en œuvre beaucoup de transferts de connaissances. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est le RQES? C'est dans le fond, notre mission, c'est de consolider et d'étendre les collaborations en vue de la mobilisation des connaissances scientifiques sur les eaux souterraines. Donc, c'est vraiment de faire le pont entre les chercheurs universitaires et les planificateurs et gestionnaires du territoire pour, ultimement, stimuler l'utilisation de la connaissance scientifique par les planificateurs et gestionnaires de l'eau. Donc, rapidement, je n'ai pas le temps de vous présenter tout ce qu'on fait comme type d'activité, mais essentiellement, nos activités se sont déployées autour d'une stratégie de transfert de connaissances
sur les eaux souterraines dans les régions PACES. PACES, c'est l'acronyme pour Programme d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. C'est un grand programme qui a été mis en place par le ministère de l'Environnement du Québec depuis 2009 et qui vise la caractérisation des eaux souterraines à l'échelle du Québec municipalisé, donc dans toutes les régions du Québec municipalisé. Et cette stratégie-là vient, dans le fond, d'un projet de recherche de 2 ans qui a été fait par Julie Ruiz, entre autres, et Stéphane Campeau de l'UQTR, pour comprendre c'était quoi les besoins d'appropriation des connaissances scientifiques sur les eaux souterraines dans ce cas-ci, ainsi que les dynamiques entre les acteurs. Ensuite, on évalue en général que pour monter un atelier de A à Z en collaboration avec les chercheurs, incluant les déplacements, les frais pour la réalisation des ateliers, les salaires pour les professionnels de recherche, etc. Donc, ça est évalué à environ 12 000 $ par atelier. Ensuite, pour le temps de préparation, ça va dépendre en gros, ça peut varier de 1 à 5 mois. Donc, les ateliers webinaires PACES, dans le fond, depuis 2014, le RQS, on a réalisé 60 ateliers dans les 20 régions PACES du Québec et on a accueilli plus de 1385 participants. Notre public cible, c'est surtout les gens des OBV, des MRC, des municipalités, des ministères et des universités là, pour les chercheurs qui nous accompagnent. Ensuite, on a également fait des activités de transfert de connaissances sur le règlement, le RPEP, protéger les sources municipales d'eau potable et répondre aux exigences du RPEP. Donc, on a élargi un peu au-delà des eaux souterraines, où là, on inclut aussi les eaux de surface. Ça a été aussi un gros projet de 40 ateliers, 24 webinaires. On a 57 jours de contribution des chercheurs. Ça veut dire que c'est les jours équivalents que les chercheurs viennent à nos ateliers pour participer aux activités de transfert de connaissances. Et un total de 938 participants ont participé à ces ateliers-là. Donc, on a quand même une bonne expérience d'acquise avec toutes ces activités-là en niveau de transfert de connaissances. Donc, la stratégie au RQS sur le transfert des connaissances, voici notre petit diagramme qui ressemble un peu à celui que Yves a présenté. C'est basé sur le modèle de l'INSPQ qui reconnaît que le transfert de connaissances est un processus itératif et bidirectionnel. Et qui, selon nous, l'idée, c'est que plus les interactions entre les chercheurs et les gestionnaires et les décideurs s'intensifient et se régularisent, plus la connaissance va être utilisée. Donc, pour ce faire, on a opérationnalisé la stratégie autour de 3 ateliers qui sont nommés aléatoirement, un peu comme ça. Atelier A, donc, qui vise l'appropriation des connaissances hydrogéologiques. Donc, dans le diagramme, on se situe au niveau de la familiarisation avec les connaissances et la compréhension, dans ce cas-ci, des contextes hydrogéologiques propres à chaque région. Ensuite, il y a l'atelier B qui, lui, vise l'appropriation des bases de données hydrogéologiques. Il faut savoir que les projets PACES, ce sont des projets qui font des livrables cartographiques essentiellement avec un gros rapport puis une base de données géomatiques de différents produits de cartes. Les cartes sur la vulnérabilité des eaux souterraines, la carte sur la qualité de l'eau, etc. Donc, l'atelier B, c'est un atelier où de géomatique, finalement, où on joue avec la base de données là, sur des postes d'ordinateur équipés de ArcGIS. Et finalement, l'atelier C, qui, lui, vise l'intégration des connaissances en aménagement, donc vraiment faire le lien avec les connaissances sur les eaux souterraines, comment on peut les intégrer dans la gestion de l'eau, dans l'aménagement du territoire. Donc, rien de mieux au QES, on favorise beaucoup l'apprentissage par l'expérience, donc apprendre en faisant. Donc, je vous ai préparé un petit exemple d'application, extrait d'un atelier. Ben, celui-là, on l'a fait en... Normalement, on préfère les faire en présentiel, mais avec la pandémie, évidemment, on a dû s'ajuster puis en faire des activités en webinaire. Et donc, pour les prochaines diapos, vous allez jouer le rôle de participant. Donc, nous sommes... Ah, j'ai un petit décalage sur mes clics.
OK. Vous êtes toujours là? Oui. Donc, on est rendu à l'activité 2. On vient de voir, en fait, les notions de base en hydrogéologie. On commence toujours par ça. On veut se donner un vocabulaire commun, hein. Tantôt, il y avait Sofiane qui parlait de l'importance d'avoir un langage commun. Donc, on se met les définitions de base, c'est quoi un aquifère, les eaux souterraines, etc. Puis après, on arrive à une activité de lecture de cartes. Les produits passés sont des cartes, donc on veut leur montrer comment lire une carte d'hydrogéologie, puis qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça, qu'est-ce que ça nous dit. Donc, l'objectif de cette activité, c'est d'apprendre à lire et interpréter les données hydrogéologiques à l'aide de cartes. Et lorsqu'on était en webinaire, on voulait utiliser un maximum d'outils possibles pour rendre ça le plus dynamique et interactif possible également. Donc, on alterne des présentations en ligne avec des exercices pratiques. On utilise les outils de sondage en direct et la boîte de clavardage. Donc, premièrement, on va commencer avec quelques définitions avec la notion de conditions de confinement. Donc, on serait rendu à définir cette notion-là. Qu'est-ce que c'est les conditions de confinement? En fait, il y a 3 types de confinement. On peut avoir un aquifère non confiné, c'est-à-dire qu'il ne sera pas recouvert par un aquitaire. On va le dire anaplide. Bon, normalement, j'aurais défini au préalable c'est quoi un aquitaire. Donc, sur mon petit bloc diagramme, en fait, ici, c'est la couche en mauve, bleu-mauve, qui représente l'aquitaire et qui pourrait être, par exemple, des argiles ou des silts, dans le fond, les sédiments fins qui sont jugés presque imperméables et qui constituent des barrières hydrauliques à l'écoulement de l'eau. Donc, un aquifère anaplide, c'est directement connecté à l'atmosphère en surface et donc directement recherché par l'infiltration verticale des précipitations, ce qui va également le rendre plus vulnérable à la contamination puisqu'il est en contact avec ce que l'eau qui s'infiltre pourrait capter comme contaminant sur son passage. Un autre cas de confinement, ça va être le confinement, l'aquifère confiné, donc qui est dit à nappe captive et qui, lui, va se retrouver confiné sous un aquitaire, comme le petit bloc rose, j'ai de la misère avec mon timing des animations, désolé. Donc, il va se retrouver sous un aquitaire et qui va être naturellement protégé par cette barrière, finalement, de la contamination qui provient de la surface, mais qui ne sera pas directement rechargée par l'infiltration verticale. Donc, pour trouver la zone de recharge de ce type d'aquifère-là, il va falloir remonter quelque part en amont hydraulique, là où on n'est plus en situation de confinement, où on serait en situation de nappe libre. Donc, un cas intermédiaire, le 3e cas, c'est l'aquifère semi-confiné. Lui, il va soit être recouvert d'une couche confinante qui n'est pas totalement imperméable ou qui pourrait être discontinue dans l'espace, donc avec des petits trous, des petites fenêtres ouvertes là, sur l'aquifère sous-jacent, ou encore qui serait sous une couche qui n'est pas assez épaisse finalement pour être considérée vraiment imperméable. Donc, on va le dire à nappe semi-captive. À ce moment-là, il va être modérément rechargé par l'infiltration verticale et il va être également modérément vulnérable à la contamination. Ensuite, on va présenter comment la méthode finalement pour produire la carte des conditions de confinement. Donc, rapidement, cette carte représente les zones de confinement qui ont été déterminées de façon, à ce moment-là, c'était préliminaire, pour l'aquifère rocheux par l'interprétation des épaisseurs des sédiments fins, donc les siltes et les argiles. Elle a également été construite à l'aide de la carte des dépôts meubles, donc tous les dépôts de surface qui recouvrent le socle rocheux, et des affleurements rocheux, donc pour avoir une idée en complémentarité finalement avec les données de forage qu'on a. Les critères pour les 3 types de nappes, on dit qu'on est en nappe libre lorsqu'on a moins de 3 mètres de sédiments argileux qui recouvrent le roc. En nappe captive, semi-captive, lorsqu'on a entre 3 et 6 mètres de sédiments argileux. Et en nappe captive, lorsqu'on a plus que 6 mètres de sédiments argileux. Donc ensuite, il faut savoir que les passages, c'est à l'échelle régionale, genre par région administrative. Fait que pour faciliter la visibilité des cartes, on zoome sur des secteurs du territoire. Donc ici, on a le secteur sud, pardon, qui est dans le coin de Saint-Sauveur et de Piémont, dans les Laurentides. Et où on voit finalement, avec la légende,
qu'en violet, on a les zones à nappe captive avec plus que 6 mètres de dépôt argileux. On a les zones en orangé qui sont les nappes semi-captives avec entre 4 et 5 mètres de dépôt argileux. Puis, les zones en nappe libre sont comme en transparent, c'est ce qui est en vert et en gris, donc qui ont moins de 3 mètres d'épaisseur d'argile dessus. Donc, maintenant, comment on peut lire ce genre de carte-là? Qu'est-ce que ça veut dire? L'interprétation qui a été faite pour la région, donc on présente rapidement les faits saillants des résultats là, pour les conditions de confinement. Donc, dans le cas des Laurentides, dans ce secteur, la grande majorité de la région d'études est en condition de nappe libre, donc n'est pas confinée. C'est dans les vallées qu'on retrouve des conditions de confinement où il y a d'épaisses couches d'argile qui recouvrent des sédiments fluvioglaciaires en dessous. Donc, l'idée, c'est qu'on aurait en surface une couche d'argile, une couche de sédiments fluvioglaciaires, ça, c'est des sédiments de sable et gravier qui sont très perméables et qui seront en général des aquifères bien productifs. Et le tout serait déposé sur le roc. Ici, on a une autre vision pour le secteur sud. Et on commence avec des questions. Donc, c'est là qu'on fait intervenir nos participants. Puis, là, il y a une petite pastille qui est apparue dans le coin en haut à droite. Il y a évidemment un cahier du participant, un cahier d'exercice qui accompagne toujours nos activités. Ça fait un document de référence après pour les participants. Puis, quand on fait nos activités, soit en présentation PowerPoint ou en webinaire, ils peuvent se référer aux pages de leur cahier. Donc, Yves, je vais te demander de lancer la première question du sondage. Donc, en regardant cette carte, si je vous demande la vallée de la rivière du Nord qui apparaît avec le long des flèches en rose ici. Parce qu'on a tous les deux le contrôle sur la souris, Myriam. Ah, c'est ça qui arrive. Puis moi, je n'ai pas accès au sondage. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement, sinon les gens, vu qu'on n'est pas beaucoup. Hein? Est-ce que tu es bonne pour terminer pour 11h45? OK, on va faire ça vite. Donc, on va, je vais vous demander, vrai ou faux? Selon vous, est-ce que la rivière du Nord est généralement protégée de la contamination provenant directement de la surface dans le secteur Piémont, donc qui est au centre de la carte à peu près? Vous pouvez répondre avec vos réactions avec un X rouge pour le faux puis un crochet vert pour le vrai. Vrai. Moi, je vais te répondre vrai. Ou faux, selon vous? Bon, j'ai Ariane qui dit vrai. Bon, j'ai vu le temps, je vais avancer. Donc, raison, Ariane, c'est vrai. La vallée est sous une couche. On voit qu'on est surtout dans du mauve et du orange. Donc, on est protégé des contaminations qui proviendraient de la surface grâce à cette couche imperméable. Deuxième question rapidement. Les zones à nappe libre sont associées aux hauts topographiques, là où le roc affleure. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Le roc étant représenté en vert sur la carte. Merci Anne-Marie de participer. Bon, normalement, je donnerais un peu de temps aux gens pour répondre, de regarder la chose, de zoomer pour voir. Et ensuite, donc, c'est vrai, sur la carte, les zones en vert correspondent aux zones où le roc n'est pas recouvert par des dépôts imperméables. Puis finalement, on aurait une question ouverte finalement avec, selon vous, est-ce que c'est plus avantageux d'exploiter un aquifère en condition de nappe libre ou en condition de nappe captive? Et là, les participants tenteraient une réponse dans le clavardage et on aurait notre expert, notre chercheur qui est avec nous, qui expliquerait, complémenterait les réponses des participants davantage. Donc, dans ce cas-ci, c'est ni un ni l'autre. Dans le fond, chacun a ses avantages et ses désavantages. En condition de nappe libre, il y en a une meilleure recharge, souvent une eau de meilleure qualité, à condition qu'on n'ait pas d'activité d'anthropique qui est contaminée. Mais, et donc, c'est ça le désavantage, c'est d'être plus vulnérable à la contamination qui vient de la surface. En nappe captive, on est protégé des contaminations, mais
parfois, on peut avoir, c'est de l'eau plus vieille qui circule moins vite et on peut avoir des problèmes de qualité. Donc, en conclusion, l'importance, pour faciliter les échanges, l'importance du momentum, la connaissance utile au bon moment. Si on n'a pas de besoin à ce moment-là, les acteurs peuvent se mobiliser pour l'utiliser. C'est le cas, par exemple, avec les PRMHH, où on a un mauvais timing, la recherche n'a pas abouti à des outils pour identifier la connectivité, mais c'est en ce moment qu'il y en a, enfin, c'est déjà passé le temps, mais c'est en ce moment que les MRC en ont besoin pour faire les PRMHH. Après ça, des ateliers qui assurent la mise en dialogue chercheur-gestionnaire et des apprentissages actifs. Donc, on ne peut pas juste comme présenter des résultats avec PowerPoint, puis c'est unidirectionnel. On veut rendre ça dynamique et bidirectionnel avec des apprentissages apprendre en faisant. Après ça, l'importance de réduire le temps de préparation. Donc, nous, on est là pour aider les chercheurs. Finalement, ce n'est pas leur spécialité, faire du transfert de connaissances. Donc, on les accompagne dans l'organisation et la conception des activités. Dans le fond, on fait tout à leur place, puis eux, ils révisent ce qu'on propose finalement après. Après ça, finalement, l'importance de connaître les besoins des gestionnaires et leur arrimage possible avec la connaissance scientifique actuelle. Donc, vraiment de traduire la connaissance en outil de gestion et d'aménagement du territoire, qui va être important. Donc, ceci conclut ma présentation. Et donc, je réitère que nous sommes disponibles et disposés à faire des activités de transfert de connaissances dans d'autres domaines que les eaux souterraines, notamment les inondations. Donc, si jamais vous avez envie de faire un partenariat avec nous, on est intéressés. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Myriam. Je vais reprendre le contrôle. Je ne sais pas si je te la donne ou tu le prends toi-même. Céder le contrôle. Bon, voilà. Merci, parce que je ne pouvais pas voir. Je sais qu'il y avait des interventions, c'est des gens qui devaient quitter. Bon. Je vais terminer rapidement par quelques derniers exemples. En fait, le réseau Québec maritime ont aussi fait un appel à projet qu'ils appelaient de valorisation, mais en fait, c'est des exemples aussi de transfert des connaissances. Donc, vous pourrez aller voir sur leur site, ils ont financé des projets, des capsules vidéo, des jeux, le livre dont parlait Daniel tout à l'heure, mais aussi des bases de données pour qu'ils soient accessibles au public. Il y a même un projet qui implique les arts de la scène. Donc, c'est quelques exemples que j'ai mis, mais je vous invite à aller voir la description de ces projets-là pour vous inspirer. Un site extrêmement important pour le transfert mobilisation des connaissances, c'est l'équipe Renard. Donc, ils sont spécialisés plus dans le domaine de la santé, mais ils ont plein de ressources, d'outils, de liens sur la mobilisation des connaissances. Donc, je vous invite, là, quand vous aurez à préparer un projet, d'aller voir les ressources et surtout d'aller suivre leur MOOC. Ils ont 3 MOOC. Le premier sur le transfert de connaissances, le deuxième sur les notes politiques et le troisième sur le courtage de connaissances. Donc, extrêmement intéressant comme ressource. Et je donne un autre exemple qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais il y a aussi le NAPRON qui est une façon de simplifier, de vulgariser, de synthétiser de l'information qui est aussi très, très utilisée. Donc, soit de façon statique, mais aussi il y a des NAPRON qui se font de façon dynamique. Donc, je voulais simplement vous donner quelques exemples supplémentaires pour vous inspirer. Voilà. Alors, j'ai terminé de mon côté. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions avant qu'on conclue la session? En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre participation, pour Myriam, Sofiane, Daniel et tout le monde d'y avoir participé. Anne-Marie, tu as une question? Vas-y. Non, c'est un commentaire. Je ne sais pas si je peux me permettre, là, mais je ne sais pas si Sofiane est encore là. Je voulais juste dire que toutes les questions qui avaient été soulevées par Sofiane ou les
les difficultés, là, gérer les multiples réviseurs, gérer le temps de projet qu'on estime toujours plus long, choisir, garder quoi exister que, au RQS, le Myriam, elle a présenté ça, puis bon, on n'était peut-être pas dans le contexte, mais toutes ces questions-là aussi, on se les pose là, dans les projets, puis on évalue toujours. Je pense que c'est important de se les poser parce que souvent, on va dire, ah oui, on va faire du transfert de connaissances, on va le faire à la fin, ça va être facile. Mais juste de réaliser que ça prend beaucoup d'implications, ça prend beaucoup de temps, puis ça prend beaucoup de monde pour le faire. C'était un simple commentaire. Merci tout le monde. Je vous invite vraiment à nous soumettre des beaux projets, puis à diffuser aussi l'information à vos collègues et partenaires du milieu. Et je vais cesser l'enregistrement, puis on va mettre toute cette séance-là sur notre site web, donc vous pourrez les rediriger par après.